Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très impressionné d'être ici. On a démarré ça, n'imaginez pas qu'on se retrouverait ici. Mais aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est de notre monde qui est en pleine mutation. De grands phénomènes impactent notre quotidien. Ils sont mondiaux, ils sont transformatifs et ils agissent sur le long terme. C'est ce qu'on appelle des mégatrends. Alors vous les trouverez chez tous les cabinets de conseil, j'en ai repris 3, qui vont impacter nos métiers et nos vies. La première mégatrend, c'est le vieillissement de la population. En l'an 2000, il y avait 10% de la population mondiale qui avait plus de 60 ans. En 2050, nous serons plus de 21%. La deuxième tendance, évidemment, elle est au cœur de notre sujet, l'urbanisation. En 1914, seuls 10% de la population mondiale vivait dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une zone urbaine. En 2014, c'était la moitié de la population mondiale. Et en 2050, ça sera les 3/4. Bouleversement pour nos métiers. Et puis, il y a aussi la rareté des ressources. Avec 8 milliards d'habitants en 2030 sur la planète, ça veut dire 50% plus d'énergie. Ça veut dire 40% plus d'eau. Ça veut dire 35% plus de nourriture. Comment on fait pour se positionner dans ce monde-là? Et puis, ce n'est pas tout. En parallèle, le monde se transforme avec le numérique. Alors, je vous ai mis 3 petites photos qui sont emblématiques, selon moi, des transformations. La première, c'est la connectivité. Nous sommes tous connectés en permanence et en mobilité. Et ça change tout. Par exemple, ça change notre rapport au temps. Moi, je suis physicien de formation, alors le temps, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous avez l'habitude de fonctionner avec le temps des infrastructures. Là, j'ai mis une route, j'aurais pu mettre un bâtiment. On parle de la dizaine d'années, de plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on est impacté en tant que collaborateur, en tant que manager, en tant que compagnon, par des réactions sur lesquelles il faut agir, non pas dans la journée, non pas dans l'heure, mais dans la minute. Un samedi, il y a 2 ans, en février, je reviens du ski. Déjeune en famille à Lyon. Ma fille me pousse du coude. « Papa, ton président est mort. Martin Bouygues est mort. Il est 14h20. » 14h25, on apprend que c'était une fausse nouvelle. Il n'est pas mort. Et tout s'est emballé entre-temps. La réaction s'est nucléarisée. Et la même chose s'est produite après avec Vinci, qui a eu un hacking, qui a publié des comptes, et donc toute la bourse s'est affolée. Donc on est contraint aujourd'hui de réagir non plus à des informations, mais à des déclarations. Il faut faire le tri. C'est compliqué. Et puis, si tout ça n'était pas assez compliqué, nos infrastructures se transforment. C'est-à-dire que les outils numériques, aujourd'hui, ils viennent modifier non pas nos comportements de communication, mais nos infrastructures. Là, je vous ai mis, par exemple, une serrure connectée qui fait qu'à distance, je peux donner l'accès à Philippe, par exemple, pour une journée à mon appartement, et puis ensuite dire « ben non, tu n'as plus accès à mon appartement ». Alors tout ça, ça change tout. Ça change notamment les attentes des Français, vos attentes vis-à-vis de l'innovation. Si on avait fait cette enquête, une enquête Opinionway, il y a 10 ans, en parlant d'innovation, on aurait vu technologie, innovation produit. Qu'est-ce qu'on voit ici? Me simplifie la vie, préserve l'environnement, change mon quotidien. C'est ce que disait Philippe. Aujourd'hui, il faut penser humain. Et donc nous, alors vous choisirez si nous sommes plutôt le petit dinosaure vert ou le petit oiseau bleu, mais en tout cas, nos entreprises, elles doivent se réinventer et nos business models avec. Alors, quand on est un grand groupe comme Bouygues, et
également comme Bouygues Bâtiment Nord-Est, il faut bien se l'avouer, toute cette aventure, elle a commencé largement sans nous. Ça a commencé avec ce qu'on appelle les pure players, les acteurs uniquement numériques, les Facebook, les LinkedIn, qui ont utilisé le numérique uniquement pour communiquer différemment, pour faire que chacun d'entre nous puisse s'adresser au monde entier ou à chacun, comme il le voulait à tout instant. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième évolution, une évolution qui a connecté le numérique avec le monde physique. C'est-à-dire que des gens ont eu l'idée de se dire « Ah oui, mais le numérique, il peut aussi changer le monde physique ». Philippe, tout à l'heure, a parlé de Blablacar. C'est un très bon exemple de cette économie qui combine le monde physique, le transport, avec la puissance de ce que permet le numérique. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Vincent, tout ça, c'est sympa, mais on est quand même puissant, un grand groupe, ça n'a pas besoin vraiment de se réinventer. Regardez cette petite vidéo. It would seem that in the rush to build a modern city, Panama forgot to take care of its existing streets, creating the contradiction of modern buildings and damaged streets. Modern buildings, damaged streets. And this is not amusing for the people that drive on these streets every day. The most influential news show of Panama decided to take the thoughts of these angry drivers directly to those responsible. Telemetro Reporta presents The Tweeting Pothole. Inside potholes on the busiest streets of Panama, we installed a device that every time it's run over by a vehicle, sends a complaint tweet directly to the Twitter account of the Department of Public Works. In addition, a special segment was created in the news show. Desde hoy hay una novedad en el noticiero y precisamente vamos a presentarla. Se trata del hueco tuitero. Veamos de qué se trata. We went out to the streets to get the drivers' opinions, and they took this as an opportunity to share their experiences. Alors, c'est vraiment emblématique de ce qui se produit en ce moment. Vous imaginez, vous êtes une grande société qui fabrique des routes, vous imaginez que finalement, vous n'avez pas grand-chose à faire avec ce monde numérique. Vos citoyens, eux, ils en ont marre à Panama de se retrouver à renverser leur café tous les jours parce qu'il y a des nids de poules. Alors ils décident de jeter un petit capteur comme ça dans la chaussée, et puis ça envoie directement un mail, un tweet, sur le bureau du maire. Ah oui, alors là, ça fait réagir. Il y a un show télé, le TF1 local se met à, vous l'avez vu, faire des infos. Et là-dedans, qu'est-ce que vous êtes devenu, grand fournisseur d'infrastructures? Vous avez complètement disparu. Vous êtes oublié, vous n'êtes même plus sur la photo. C'est donc urgent pour nous de reprendre la main de manière à pouvoir avancer et se transformer avec le numérique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'idées pour le faire. Regardez la ville. Regardez-la telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses infrastructures existantes. Mais imaginez maintenant que votre ville recèle un trésor, car votre réseau d'éclairage devient un réseau électrique et numérique intelligent. Imaginez que votre éclairage s'adapte en fonction de l'heure, des rues, de la circulation, d'une présence. Imaginez que le jour venu, chaque luminaire continue à vous offrir une multitude de services, car maintenant, votre éclairage vous offre plus que la lumière. Imaginez que les luminaires vous protègent. Imaginez que les luminaires vous informent sur l'environnement de votre ville. Imaginez que les luminaires vous proposent un accès à Internet. Imaginez que les luminaires sonorisent votre ville. Imaginez que les luminaires vous sauvent la vie. Vous pouvez maintenant imaginer une multitude de services encore à inventer. Des services sur mesure. Et vous pouvez imaginer qu'ils sont déjà dans votre Citybox. Quand on est une grande entreprise d'infrastructure, on a une chance unique. On est capable, vous êtes capable, de transformer nativement les infrastructures avec le numérique. C'est ce qu'on vient de voir. Alors là, c'est un lampadaire. Mais le lampadaire, c'était l'un des objets les plus passifs dans une ville.
Jusqu'à il y a quelques années, on ne savait même pas l'allumer et l'éteindre à distance. Il fallait allumer toute une rangée. Là, avec une petite boîte, on transforme un objet passif en un point d'intelligence dans la ville. Alors, ce n'est pas suffisant, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, les gens n'attendent pas des produits, ils veulent des services. Mais si on est capable de transformer ces infrastructures communicantes en force de service, alors là, c'est probablement gagnant. L'innovation technologique. Tout à l'heure, Philippe a parlé d'une des branches de Bouygues Bâtiment Nord-Est qui était connue dans tout le groupe Bouygues et par-delà pour son innovation technologique. Eh bien, vous faites de la construction bois, bien entendu, mais l'innovation technologique, on peut la pousser à l'extrême. Alors, je vous ai mis la construction bois parce que, bien sûr, vous pratiquez ça, mais là, ce n'est pas la construction bois traditionnelle dont je voulais vous parler. C'est un architecte de Vancouver qui a imaginé de recycler les bois usagés, d'en faire des copeaux. Donc, ce sont des bois de mauvaise qualité dont on ne savait rien faire. Il en fait des copeaux, il les agglomère, il fait des briques de Lego, et ces briques de Lego, il les assemble pour faire des immeubles de grande hauteur. Ça, c'est une manière de rebooster l'innovation, et un grand groupe sait faire ça lorsque une start-up aura peut-être plus de mal à le faire. Et puis la technologie, c'est comme la transformation, on l'a vu tout à l'heure, elle ne vaut que si elle se place au service de l'humain. Regardons comment les robots peuvent venir aider nos compagnons. Alors tout d'abord, on a vécu aujourd'hui les premiers pas de la cobotique sur chantier, c'est quand même une première mondiale, et c'est là aussi notre chance, c'est d'avoir croisé les leaders mondiaux de la cobotique qui ont bien voulu détourner l'appareil de son usage premier, qui était l'armement, pour venir aider nos opérateurs sur chantier. On équipera, je pense, un exosquelette pour une équipe de 7 dans moins de 2 ans. Alors, ce projet de cobotique, donc de coopération robotique, c'est avant tout de maintenir le collaborateur au poste de travail jusqu'à l'âge de sa retraite, tout en préservant sa santé et puis en assurant finalement la même qualité de travail et la même efficacité. Cette histoire, c'est l'histoire d'une aventure commune, d'un partenariat entre une toute petite société, elle s'appelle RB3D, elle faisait des robots pour les militaires, parce que c'est dans ce secteur-là que les robots étaient le plus utilisés jusqu'alors. Un jour, elle a croisé la route de Marc, qui est aujourd'hui un des directeurs de l'innovation de Colas. Et Marc s'est dit, mais ces robots-là, on pourrait les mettre au service de nos compagnons. Mais nous, on ne sait pas faire ça, tout seul. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble? Ça a donné ça. Aujourd'hui, on parlait encore avant-hier avec des managers de Colas, c'est en cours de déploiement sur les chantiers de Colas. Et la petite société RB3D, avec laquelle on a fait le premier prototype, le premier test, aujourd'hui, Colas a pris un investissement, petite partie, dans cette société. Surtout pas la racheter, pas ce qu'on aurait fait il y a 10 ans, parce que là, on la tue. On arrive avec nos managers, nos procès, c'est mort. On investit dedans et on fait un bout de chemin ensemble. C'est ce qu'on appelle l'open innovation. Mais il y a encore mieux. Et je voulais vous prendre un dernier exemple technologique avec l'impression 3D. Moi, j'aime pas ce mot d'impression 3D, je préfère le mot d'impression additive. Mais nous sommes allés il y a quelque temps en Californie du Sud voir le professeur Kochnevich et il nous a montré, selon lui, qu'on pouvait demain imprimer des bâtiments. On prend le BIM, la maquette numérique, et puis on connecte ça, vous voyez, avec une tête d'impression, comme votre imprimante de maison, sauf qu'au lieu d'avoir de l'encre, c'est du béton. Et puis à un moment, quand on a besoin d'une pièce de structure, d'un linteau, etc., ferraillage, hop, un autre bras vient le poser. Alors bien sûr, c'est naïf, c'est pas à vous que je vais dire que ça, c'est pas encore abouti. Mais vous imaginez la transformation de vos métiers que ça peut apporter? Et si ce n'est pas nous qui le faisons, mais que c'est une petite société fondée par 2-3 anciens de Google, qu'est-ce qui va se passer? Alors, un petit focus sur le béton, justement. Comment ça se passe, l'impression du béton? Voilà ce voile. Vous voyez, on voit les 2 couches
qui s'imprime de béton, mais ce n'est pas cette partie-là qui m'intéresse le plus. Cette partie qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. C'est ce que, comme je sais que j'avais des spécialistes dans la salle, j'ai regardé le terme technique, c'est ce qu'on appelle des zigouigouis. Vous me corrigerez hein, si je fais une erreur, vous me direz ça à la pause. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans cette pièce? Pourquoi je vous montre ces zigouigouis, à votre avis? Comment on fait si aujourd'hui je vous donne cette pièce et je vous dis « Allez-y sur votre chantier, coffrez-moi cette pièce ». Vous ne savez pas le faire? Je vois des têtes qui font comme ça. Cette pièce-là, elle n'est pas coffrable. Pourquoi? Parce que l'impression additive, c'est une nouvelle manière de construire. Dans l'histoire de l'humanité, il y a 2 manières de construire qui existaient jusqu'à il y a 10 ans. La méthode Rodin. On prend un bloc de trucs, un marteau, un piolet, on enlève de la matière, voilà, on a un objet. La méthode Fantomas. On prend un moule qu'on a fabriqué avec la méthode précédente, on coule dedans quelque chose de mou et on démoule. C'est ce que vous faites tous les jours sur vos chantiers. Aujourd'hui, c'est autre chose. L'impression additive, on vient construire couche par couche. Ce qui fait qu'on ne peut pas, on peut faire des pièces qu'on ne savait pas fabriquer avant avec les méthodes précédentes. Ça veut dire quoi pour les gens d'ici qui sont des bureaux d'études? Ça veut dire que vos cerveaux, ils sont verrouillés, ils sont bloqués. Non pas parce que vous n'êtes pas créatifs, non pas parce que vous n'avez pas envie d'être les meilleurs, mais parce que vous avez toujours conçu des pièces que vos collègues savaient fabriquer sur les chantiers. Eh bien, imaginez que les gens qui aujourd'hui inventent avec ces nouveaux matériaux, eux, ils ont leur cerveau qui est libre et ils peuvent construire des choses qui sont différentes de ce que vous auriez pensé. Donc, il faut qu'on se libère nos cerveaux parce que vous avez tous les atouts pour donner cette créativité-là. Il faut juste oublier que le numérique, il apporte des choses qu'on ne savait pas faire auparavant. Si vous pensez que tout ça, c'est des discours lointains, regardez ça. 10 maisons imprimées chacune en un jour. Coût de la maison, 4 800 $. Ah oui, vous allez me dire, ce n'est pas les maisons et les bâtiments de Bouygues Bâtiments Nord-Est. Bien entendu, mais quand même, ça fait réfléchir, non? Alors, est-ce que finalement, la technologie, c'est la réponse à tout? Ça serait dommage. Regardons cette vidéo. Dans notre rubrique Terre aujourd'hui, nous allons découvrir le concept d'innovation Jugaad, un terme hindi qu'on pourrait traduire par débrouillardise ou système D et qui caractérise bien l'innovation à l'indienne, ingénieuse mais peu coûteuse, une manière d'envisager le progrès qui, dans un contexte de crise, est en train de séduire les pays développés. Vous n'avez jamais entendu parler de Jugaad? Ce concept indien d'innovation frugale a été théorisé par un Français né à Pondichéry, Naviraju. Jugaad, en fait, c'est un terme en hindi qui veut dire la capacité ingénieuse à improviser ou trouver des solutions dans des conditions très difficiles. C'est un peu le MacGyver, vous savez, c'est cette forme de débrouillardise. Être ingénieux avec très peu de moyens, en Inde, c'est une philosophie qu'on applique au jour le jour pour faciliter tous les domaines de la vie quotidienne. Un cadenas pour fermer sa voiture, un robinet à jus de pastèque, un rouleau compresseur mu par un tracteur, un hachoir qui tourne grâce à une perceuse, un monte-charge fait d'une simple corde et d'un vieux scooter, ou bien un bidon qui permet de transporter 50 litres d'eau sans effort. Vous voyez, la différence, c'est juste une différence d'approche. Au lieu d'être technocentré, de dire j'ai ma technologie et je vais la mettre sur le marché, on se dit c'est quoi mon problème? Et puis on trouve ce qu'il y a de plus simple, de plus facile, même de bricoler pour arriver à la solution. C'est un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, il nous permet de faire des nouvelles offres, des nouveaux produits centrés sur les usages. Alors ça,
la bonne nouvelle, c'est que dès les années 80, les Américains, ici c'est un cabinet qui s'appelle IDEO, ils ont imaginé qu'on pouvait, en se centrant sur le bien-être, sur l'attente des utilisateurs, imaginer de nouvelles méthodes d'innovation. Puis après, il y a eu des théories, des méthodes comme le design thinking qui sont apparues, des méthodes encore plus précises comme le business model canvas qui sont arrivées. Tout ça, finalement, eh bien, les startups en ont fait leur miel. Et ils se sont dit, si je veux inventer, eh bien, je peux le faire différemment et j'ai les outils pour ça. Et là, je retrouve le slide qu'on a vu tout à l'heure sur les gens qui ont combiné numérique et technologie, et infrastructure. Quels sont les principes qui les guident? Ils commencent par l'humain. Ils remettent l'humain au centre. Ils construisent pour penser. Ils ne font pas un cahier des charges très complexe qui déroule invariablement. Ils ajustent, ils modifient, ils reviennent. Et puis surtout, ils pensent à soulager les souffrances, les problèmes que rencontrent les utilisateurs. Blablacar, cité par Philippe tout à l'heure, comment c'est né? Le créateur de Blablacar, un dimanche de Noël, il veut rentrer dans sa famille. Il est à Paris, il veut rentrer dans l'Ouest. Ah, il regarde les TGV complets, ou alors à des prix exorbitants. Il est contraint de prendre sa voiture et sur l'autoroute, quand il fait la route, il voit deux choses. Des TGV pleins qui circulent et des voitures vides qui roulent. Des voitures vides avec une personne au volant. Il se dit, c'est plus possible, il faut que ça change. Uber, c'est pareil. Ce sont des gens qui ont pensé résoudre, régler des souffrances des utilisateurs pour apporter des solutions. Et ça, on sait le faire nous aussi. Par exemple, Nextdoor, chez Bouygues Immobilier, c'est un nouveau concept de bâtiment de bureau adapté, par exemple, pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se payer des baux 369, qui ne peuvent pas louer pour 3 ans, parce que 3 ans pour une start-up, c'est l'éternité. Et elles ont envie aussi de rencontrer des gens, de ne pas être toutes seules avec leurs 3 collaborateurs. Donc, Nextdoor, c'est un lieu dans lequel on peut louer quasiment à la journée, on rencontre plein de gens, etc. Un autre exemple avec les parkings. À Bruxelles, il est de plus en plus difficile de se garer, un problème tant pour les navetteurs que pour les habitants. Semaine de la mobilité oblige, voici une solution qui augmente la capacité de stationnement. Bipark est une start-up belge qui permet d'utiliser les places de parking d'entreprises. Nous, on veut rentabiliser les emplacements de parking qui sont sous-exploités, qui appartiennent à l'immobilier, à la grande distribution et à l'hôtellerie. Des banques comme des CPAS ouvrent également leur place aux membres de ce service. Pour y accéder, il suffit de s'inscrire sur le site de Bipark. L'utilisateur repère les emplacements libres à l'aide de son téléphone. Il ouvre la barrière d'entrée soit à l'aide de l'application, soit en appelant la centrale. On a 2 profils de clients. Il y a nos clients parking qui nous mettent à disposition ce stock de places. Et après, il y a nos clients utilisateurs. Vous avez entendu ce que vient de dire Julien. On a 2 types de clients. Il y a nos clients B2B, c'est-à-dire nos clients habituels, et puis il y a l'utilisateur final. C'est exactement ce que nous a dit Philippe tout à l'heure. Remettons l'utilisateur final au centre, parce que si on connaît les clients de nos clients, on fera de meilleures offres pour eux. Alors la situation, c'est encore plus compliqué que tout ce que je viens de vous montrer parce que ça bouge en permanence. Tout à l'heure, il y avait juste sur le terrain de jeu un petit dinosaure vert et puis un oiseau. Mais peut-être qu'il y a des chats qui arrivent. Peut-être que les oiseaux eux-mêmes sont en danger. Alors je voulais juste prendre un exemple avec vous, avec la disparition de Uber. Beaucoup en rêvent. Est-ce que c'est possible? Prenons un exemple à travers ce qu'on appelle le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est quoi? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une monnaie qui est née en 2008, quand il y avait la crise. Et quand il y a eu la crise de 2008, les gens se sont dit, les taux de change se sont mis à varier du jour au lendemain. Ils se sont dit, c'est plus possible. On ne peut pas avoir des taux de change on ne peut pas être soumis aux taux de change comme ça. Et on ne peut pas non plus faire confiance à nos grandes banques, parce que finalement, dès qu'il y a une crise, elles paniquent et c'est nous qui payons. Et du coup, ils ont inventé le Bitcoin. Alors le Bitcoin, finalement, c'est une monnaie électronique qui est partout la même dans le monde. Il n'y a pas de jetons physiques, c'est électronique. Et en plus, il n'y a plus de taux de change. Mais ce n'est pas ça la vraie révolution. La vraie révolution du Bitcoin, c'est que ça fait aussi disparaître la banque. Il n'y a plus de banque centrale.
Il n'y a plus ce qu'on appelle les tiers de confiance. C'est-à-dire que la confiance, elle est construite collectivement à travers ce qu'on appelle la blockchain, qui est une plateforme qui est en fait comme un grand livre ouvert dans lequel on note toutes les transactions. Sauf que ce grand livre, il est en permanence répliqué dans une centaine d'endroits dans le monde entier, et que si quelqu'un veut commencer à biffer, rayer une transaction pour frauder, tout s'arrête. Et tant que tous les livres ne sont pas les mêmes, on ne repart pas. Donc plus de possibilité de fraude. Et c'est ça finalement qui change tout. Alors prenons un exemple. Imaginons que je veuille aller, après ce week-end et ce séminaire fatigant, dans le plus bel Airbnb du monde. Qu'est-ce que je fais? J'ai tapé sur Google le plus bel Airbnb du monde. C'est ça qui est sorti. Bon, je ne sais pas si je vais être déçu, mais bon, on y va. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est simple, je fais une transaction avec Airbnb, qui est une plateforme qui me met en relation avec le loueur. Et puis après, eh bien tout va bien. Ah oui, tout va bien? Déjà, je suis quand même un peu fumasse, parce qu'ils me prennent 5%, ils prennent 15% au loueur, donc tout ça me coûte cher juste pour me mettre en relation. Ah oui, mais vous inquiétez pas, on a du service. S'il se passe quelque chose, vous allez voir, ça va bien se passer. Ah, justement, ça tombe bien parce que mon petit dernier, il vient d'envoyer la balle de baseball dans la vitre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que va faire Airbnb pour moi? La réponse est facile, rien. Tout revient comme avant. Vous avez une assurance, monsieur le loueur? Vous avez une assurance, monsieur le locataire? Vous avez un réparateur, il faut aller le trouver. On revient dans l'économie d'avant. La blockchain, ça peut changer tout ça. Imaginons qu'on soit dans le monde du Bitcoin. Qu'est-ce que passerait-il pour faire la même location? Eh bien, chacune des transactions que je ferai, j'arrive dans mon Airbnb. Avec la serrure connectée, je mets mon doigt et on reconnaît que c'est moi. Hop, la transaction est immédiatement enregistrée sur la blockchain. Elle est certifiée, elle est horodatée et elle est garantie avec moi. Et plus personne ne peut la changer parce qu'elle est répliquée dans le monde entier sur une base sécurisée. Ce qui veut dire que toutes les actions que je vais faire, et par exemple l'état des lieux, avec la photo que je vais prendre à la fin qui va montrer qu'il y a une vitre cassée, c'est horodaté, etc., ça va pouvoir générer l'appel d'un partenaire qui sera le réparateur et qui, lui, sera connecté sur la blockchain. Il n'y aura plus du tout besoin, dans cette phase, de passer par un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle les contrats intelligents. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a juste encore une raison pour laquelle les plateformes subsistent, c'est parce que quand même, il fallait nous mettre en relation au départ. Ça, Airbnb le faisait bien. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, en tapant tout simplement sur Google ou avec Twitter, on pourra directement parler avec le loueur du plus bel Airbnb et donc faire nos contrats en dynamique, en réel. Et ça peut également tout changer pour nous, les entreprises. Alors, finalement, si on conclut, puisqu'il est temps de le faire, on n'a pas le choix. Et ce que Philippe a entamé avec vous tous il y a plus d'1 an, c'est extraordinaire parce que finalement, c'est le sens de ce qu'on voit se passer, nous, dans le monde autour de nous. Il faut que nous nous réinventions en continu, en permanence. Et la bonne nouvelle, c'est que les grands groupes comme nous, nous avons des atouts uniques pour le faire. Moi, j'en ai listé 3. Le premier atout, c'est qu'on est capable, nous l'avons vu, de venir connecter nativement les infrastructures. Un Blablacar, un Airbnb, il ne touche pas à la voiture, il ne touche pas à l'infrastructure. Il est obligé de l'utiliser telle qu'elle. Nous, on peut la modifier. Ça, c'est un atout formidable. Le deuxième atout qu'on a en tant que grand groupe, c'est l'atout de la combinaison de la technologie, de la R&D avec le numérique. C'est très difficile pour un petit groupe de 30 personnes de faire de la vraie R&D, d'inventer des choses très innovantes. Mais ils savent mieux combiner ça avec le numérique que nous. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. On a tout ce qu'il faut, nous, pour le faire. Et puis la dernière chose, peut-être la plus importante, c'est nous. C'est notre collectif,
Dans une start-up, il y a 30 personnes. Nous, on est 120 000. Vous êtes 1000. Pourquoi à 1000 ou à 120 000, on ne serait pas plus malin, plus intelligent que 30 personnes? C'est juste qu'il faut qu'on ait autant envie qu'eux. Et pour faire ça, il faut finalement qu'on replace l'humain et les usages au centre du jeu. Et c'est précisément ce que Philippe et ce que vous tous collectivement, vous avez jugé comme prioritaire pour nous. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que vous faites partie d'un grand groupe, et ce grand groupe, finalement, il essaye de mobiliser ce collectif par différentes manières. Et on essaye parfois, ça c'est ce qu'on appelle innover comme une start-up, de vous transformer, vous, les collaborateurs du groupe, en start-upers. Ça fait 2 fois qu'on le fait avec des collaborateurs de tout le groupe entier, et ils ont déjà fait émerger 6 start-up. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà une start-up qui a été financée et qui, aujourd'hui, est une société indépendante qui existe et qui vient renforcer le collectif, la flotte de bateaux qui fait la force du groupe Bouygues. Alors voilà, vous savez tout, vous avez vu que tout bougeait, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà partis sur cette route, et cette route, c'est celle d'Imagine 2021. Merci pour votre attention.